beaucoup changé, Laurent Ruquier, quand même. Hein. C'est amélioré, j'espère. Mais en bien, en bien. Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir Bonsoir. Éric Nolot. Nous vous remercions vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de vos œuvres à tous les deux et puis bien sûr pour parler de la France. Pour vous présenter en quelques mots, même si bien sûr c'est plus tellement nécessaire de vous présenter, mais pour présenter tout de même le contexte dans lequel nous nous retrouvons ce soir, Éric Zemmour, vous venez de publier un ouvrage au titre éminemment symbolique et même très émouvant, La messe n'est pas dite, dans lequel vous faites une sorte de déclaration d'amour à la France, bien sûr, mais aussi à la tradition judéo-chrétienne. Nous y reviendrons, car c'est elle qui l'a forgée. La dernière fois que vous êtes venu à une soirée des éveilleurs, c'était en 2023, pour faire le bilan de votre campagne. Vous nous avez donc manqué, comme le dirait Valérie Pécresse, et donc nous nous réjouissons vraiment de vous retrouver ce soir. Et puis surtout pour parler de la messe, ce qui est assez rare dans ce genre d'événement. Éric Nolot, vous êtes également écrivain, journaliste, chroniqueur. Vous avez écrit également il y a quelques mois un ouvrage sur ou contre, nous en parlerons ce soir, Jean-Luc Mélenchon, au titre également hautement symbolique, mais plus inquiétant qu'émouvant, qui est La République, c'est lui. Et vous êtes tous les deux, bien sûr, amis de longue date. Et bien sûr, beaucoup de gens dans cette salle vous ont écouté pendant de nombreuses années dans votre émission commune, Zemmour et Nolot, et sont donc ravis de vous retrouver ce soir tous les deux. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de vos ouvrages, il y a une question tout de même que nous voulions vous poser pour achever un petit peu cette présentation. Éric Zemmour, vous vous présentez souvent comme un homme de droite ou d'extrême droite. Éric Nolot plutôt comme un homme de gauche, mais en affirmant qu'il y a deux gauches irréconciliables. Donc la question que nous nous posions ce soir, c'était est-ce que vous pourriez nous éclairer pour nous qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui être de droite ou être de gauche ? Comme c'est une question facile, je la laisse à Zemmour. Bon, alors, comme je ne vais pas être interrompu comme à la télévision, donc je vais pouvoir expliquer vraiment ce qu'est la droite et la gauche selon moi. Parce que en fait, ce que je vais vous dire là, j'ai renoncé à le dire à la télévision parce qu'au bout de 3 phrases, on m'interrompt et donc ça ne sert à rien, mon explication tombe à l'eau. La droite et la gauche, pour moi, sont des fondamentaux presque anthropologiques. Je suis assez tenté de penser comme Georges Pompidou qui disait l'homme de droite est un pessimiste, l'homme de gauche est un optimiste. Je suis même tenté de penser à ce que certains qui disaient l'homme de droite croit au péché originel et l'homme de gauche n'y croit pas. Enfin, il y a quelque chose de très profond dans la division droite et gauche qui, pour les historiens et pour la France, a été révélé et rentré dans l'histoire avec le fameux vote qu'on raconte toujours à l'Assemblée nationale en 1789, 91 d'ailleurs je pense, sur le veto du roi. Les gens qui étaient pour que le roi ait un veto qui arrête certaines lois dont il ne voulait pas se sont mis à droite, et ceux qui voulaient que le roi n'ait pas un réel veto ou qu'il soit au moins suspensif se sont mis à gauche. Et on date là de la séparation entre la droite et la gauche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les thèmes de cet affrontement changent au fur et à mesure des époques. Sinon, on serait encore à se disputer sur les pouvoirs de Louis XVI et du roi. Donc vous voyez bien que ça paraît ridicule. Donc ce qui prouve bien que la droite et la gauche subsistent, mais les thèmes changent. Et d'ailleurs, non seulement les clivages changent, mais les thèmes peuvent changer. Par exemple, le patriotisme était à gauche en 1789 et il passe à droite à la fin du 19e siècle. On pourrait faire comme ça la liste de tous les thèmes qui sont passés de l'un à l'autre. Mais le plus important, selon moi, c'est que le clivage fondamental de la différence entre droite et gauche change au fur et à mesure. En 89, c'est le pouvoir du roi. En gros, la nature du pouvoir. Est-ce qu'il est absolu ou est-ce qu'il est libéral, pour parler vite. Puis, au milieu du 19e siècle, après la révolution industrielle, le clivage devient le social, la classe ouvrière. Est-ce qu'on est pour donner plus de droits, plus d'argent à la classe ouvrière, ou est-ce qu'on est plutôt contre et qu'on pense qu'elle doit se soumettre et avoir de la patience et attendre que la richesse vienne à elle. Ça, c'est le grand clivage du 19e siècle.
qui va tenir et qui va devenir encore plus, avec plus d'acuité avec la révolution communiste. Là, on est sur la droite ne veut pas du communisme, la gauche veut bien s'abibocher avec le communisme, même si elle en a peur quand même. Ce sont les socialistes. Ce clivage-là va durer jusqu'aux années 70. Quand Nolo et moi, nous sommes jeunes, on est encore sur ce clivage-là. On parle encore de union de la gauche avec les communistes ou anticommunistes. Et Charles Pasqua dit « nous sommes contre les socialo-communistes ». Voilà, ça, c'est notre jeunesse. Et donc, c'est encore un clivage qui a 50 ans. Aujourd'hui, c'est ce que je m'évertue à expliquer, nous avons complètement changé de clivage. Complètement. Le social n'est plus le déterminant fondamental. Ça ne veut pas dire que la question sociale ne se pose plus, mais le gros de la question sociale a été réglé par la sécurité sociale, par tout ça. Et donc, pour moi, encore une fois, on peut en discuter des heures, mais on ne le fera pas, le fond du clivage droite-gauche aujourd'hui est autour de l'identité. C'est-à-dire que l'immigration musulmane massive pose une nouvelle question qui n'a jamais été posée en France, c'est-à-dire la disparition de la France qui date de 1500 ans. La disparition de la France chrétienne, gréco-romaine, judéo-chrétienne, tout ce qu'on veut. C'est ça qui est en jeu. Et donc ce clivage-là a complètement supplanté le clivage social, mais ça ne veut pas dire que les gens s'en rendent compte. Et ça ne veut pas dire que la classe politique s'en rend compte. Pour moi, les deux seuls dans la classe politique à avoir compris et admettre ce nouveau clivage, c'est Mélenchon et moi. On est sur le clivage clairement identitaire. Lui est pour la Nouvelle France, qu'il appelle la Nouvelle France, c'est-à-dire la France islamo-gauchiste, la France qui se lie à l'islam, pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je suis pour ce que j'avais dit pendant la présidentielle, pour que la France reste la France. Et vous voyez bien qu'à partir de là, et ça va régler la question de Nolo, un peu, mais bon, les gens se repositionnent. Des gens de gauche dans l'ancien clivage social, ce qui était le cas d'Éric, et même mon cas quand j'avais 18 ans, en vérité. On peut très bien devenir à droite dans le nouveau clivage identitaire. C'est exactement ce qui s'est passé, en gros, pour les gens qui avaient fait la Révolution, pour les bourgeois qui étaient des libéraux en 89, en 1800, et qui se retrouvent retoqués à droite parce que la question devient la condition ouvrière, et que ce sont des grands patrons et qui n'ont pas envie de donner plus de salaire aux ouvriers, vous comprenez ? Bon, et bien là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui étaient de gauche dans l'ancienne configuration où le social était le clivage majeur, qui là se retrouvent à droite, entre guillemets, parce qu'ils ne veulent pas d'une France islamisée. C'est le cas de Nolo. Nolo, il est de gauche dans un cas de figure, tais-toi, dans un cas de figure traditionnel qu'on a connu dans notre jeunesse. Il est évidemment de gauche. C'est pour ça que quand on se connaît, on est encore sur l'ancien clivage, et donc il est de gauche, sincèrement. Seulement aujourd'hui, il n'est pas avec Mélenchon. Il n'est pas avec cette France islamisée. Il est pour que la France reste la France. Et donc il se retrouve relégué par cette nouvelle gauche-là à droite, et même à l'extrême droite. C'est ça le... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. En même temps, j'ai eu 5 minutes, donc ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais tu comprends que je ne peux pas faire tout ça à la télé. Non, non, c'est vraiment pas le genre de la télé. En t'écoutant, je pensais que tu es sans doute la dernière personne en France à faire des imitations de Charles Pasqua. Je trouve ça très touchant. C'est émouvant, c'est une imitation qui se perd un peu. Non, mais je vais redire ce que tu as dit, mais avec d'autres termes. D'abord, il y a une confusion sémantique, parce que quand on pense à la gauche aujourd'hui, c'est occupé, grosso modo, par la France insoumise. La France insoumise, pour moi, c'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche. Bon, qui n'a jamais été sur la même ligne que la gauche. Et d'ailleurs, quand elle arrive au pouvoir, les premiers qu'elle élimine, qu'elle épure, qu'elle flingue, c'est la gauche. Après, elle s'occupe de la droite, évidemment, mais c'est d'abord les sociotraîtres, pour commencer. Ensuite, il se trouve que cette extrême gauche essaye d'annuler, de renvoyer dans les oubliettes de l'histoire des notions qui sont plutôt de gauche, la laïcité, la République, l'universalisme. Donc voilà, ça c'est des marqueurs de gauche. Eux, ils sont absolument contre. Et j'ajoute d'ailleurs que le ravage de l'école, c'est une grande idée de gauche. Les hussards noirs de la République, l'émancipation de l'individu par le savoir. Or,
vous avez des gens qui se disent, nous, on est les vrais hommes de gauche, et on va éliminer, on va nier même, prendre le contre-pied total de tout ce qui a fait l'identité de la gauche. Comment voulez-vous, comment veux-tu que je me retrouve? Donc tu as entièrement raison. Donc moi, pour des raisons de clarté, dans le livre « La République, c'est lui » ou même dans les débats, je fais la distinction entre deux gauches. La gauche authentique, que je continue à appeler la gauche, et la fausse gauche, la gauche autantoque, si vous préférez, que j'appelle la gauche avec un O accent circonflexe. À partir de là, c'est beaucoup plus clair. Donc, bah oui, c'est vrai que c'est inconciliable et que s'il y en a une, elles ne peuvent pas cohabiter. Il y en a une qui tuera l'autre, et si c'est l'extrême gauche, si c'est la gauche qui tue la gauche, eh bien, elle tuera la France en même temps. Et moi, je conclus pour l'instant provisoirement que de toute manière, ce clivage en effet est obsolète parce que le parti qui nous rassemble à droite et à gauche, c'est celui de la France. Oui. La France est en danger, il y a des gens qui ont juré sa perte, sa disparition. Donc voilà, l'heure est à l'union. Donc, au-delà de nos divergences, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Mais c'est pour ça, on dit la même chose. Et c'est pour ça qu'on va être mais tous je les le dis deux, de manière plus brève. on va être tous les deux on va être tous les deux relégués à droite, à l'extrême droite, par cette gauche-là. Parce que ça, c'est la grande stratégie de cette gauche-là, c'est de rejeter à droite et à l'extrême droite même des gens qui étaient à gauche auparavant. Moi, j'appelle ça le syndrome Danton. Danton, à la Révolution, il fait la journée du 10 août 92 qui, en vérité, abolit la monarchie. Et un an plus tard, 1 an et demi plus tard, il est guillotiné. Il n'est plus de gauche. Et bien ça, c'est le destin de la gauche en France. C'est-à-dire que quand vous étiez à gauche, ben oui, tu vois ce qui t'attend. Vous étiez à gauche, et comme la gauche a avancé sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets, vous n'êtes plus avec eux, donc vous n'êtes plus de gauche. Et donc c'est la guillotine. Je veux juste ajouter une chose, c'est que dans le cas présent, Mélenchon a été d'abord la gauche, et maintenant la gauche. Et un jour, il a décrété, pour des raisons électorales, qu'il fallait jeter aux orties. Enfin, tu te souviens, on était tous les deux. Absolument. On n'est pas couchés. On a entendu quand même M. Mélenchon se lancer dans des diatribes anti-islam. Mais d'une violence incroyable. Absolument. Moi, j'ai entendu M. Mélenchon dire « Ceux qui ne votent pas pour Maastricht sont contre le sens de l'histoire, n'ont rien compris ». Et du jour au lendemain, il a médité la phrase de Jules César. Moi, je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. Il a dit, bon, tout ça, ça ne marche pas. Il faut trouver un nouveau public, un nouvel électorat. Donc ça, c'est un cas quand même très troublant parce que ce n'est pas vraiment une conversion de conviction, je ne crois pas. Oui, mais Eric, tu crois toujours, et ça, c'est un de nos désaccords. Moi, je pense qu'il n'y a pas seulement, il y a bien sûr de l'électoralisme, de l'opportunisme, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi ce qui fait vraiment la tradition de la gauche, c'est qu'à chaque fois, elle invente le nouveau clivage et elle invente le peuple qui va avec. Elle invente le tiers-État au moment de la Révolution, elle invente la classe ouvrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1848 en gros, et puis après ça continue. Et là maintenant, c'est le peuple arabo-musulman avec les idiots utiles islamo-gauchistes, tous les étudiants de Sciences Po qui ont le kéfier et compagnie. Voilà, et c'est le nouveau peuple. Et d'ailleurs, Mélenchon le dit. Il dit c'est la nouvelle France, c'est le nouveau peuple. Il ne se cache pas. Il dit même c'est le nouveau tiers-État. Voilà, c'est tout. Et donc, on est reparti dans un nouveau clivage. Et pour moi, c'est essentiel parce que ce qui me frappe, mais ça, je pense que ça a toujours été comme ça, dans le reste de la classe politique, les gens en sont restés à l'ancien clivage. C'est pour ça que Marine Le Pen dit, par exemple, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais parce qu'elle ne se met pas dans le nouveau clivage. Et c'est pour ça que quand elle dit, je ne veux pas d'union des droites et je ne veux pas sauver la droite, elle pense uniquement à LR. Pour elle, la droite, c'est LR. Accessoirement moi, mais moi, c'est pas un sujet de droite et de gauche. Mais voilà, donc c'est les anciens clivages. Quand les LR disent, il faut restaurer le clivage droite-gauche, ils disent, en fait, il faut remettre l'affrontement entre LR et le Parti socialiste comme il était dans les années 70. C'est d'une naïveté confondante. Voilà, on est bien d'accord, c'est fini. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la situation. Et du coup, on va revenir un petit peu en arrière peut-être, parce qu'on aura l'occasion de reparler effectivement de la transformation de Jean-Luc Mélenchon, du rapport à l'islam et au wokisme bien sûr. Mais pour y arriver, et comme c'est ce que vous faites dans vos ouvrages, on voulait revenir aussi sur votre réflexion plus profonde, plus historique et plus civilisationnelle,
puisque dans votre ouvrage, justement, vous parlez donc de ce qui a fait la France, et vous parlez de ses racines, mais vous ne parlez pas des racines chrétiennes de la France ou de l'Europe, qui est une expression classique dans le débat public. Vous reprenez les mots de Renan, et vous parlez volontairement du judéo-christianisme comme étant ce qui a fondé l'Europe. Et donc, nous aurions voulu vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette expression, et pourquoi vous l'employez, puisque, évidemment, elle est un petit peu paradoxale quand on connaît l'histoire des religions. Parce que je ne dis pas du tout que c'est le judéo-christianisme qui a fondé la France et l'Europe. Je dis la France est chrétienne. Première chose. J'emploie cette expression et je ne dis pas qu'elle est judéo-chrétienne. Je sais très bien que c'est le catholicisme qui a fondé la France. Je connais un petit peu mon histoire et je sais très bien que ce même catholicisme a fait une synthèse, en vérité, entre la révélation juive, la pensée grecque et le droit romain, l'ordre romain, etc. Et c'est tout cela qui a fait le catholicisme et qui a fait la France. On pourrait dire que la France est gréco-romaine, qu'elle est chrétienne, judéo-chrétienne, etc. C'est pour ça. Mais c'est le catholicisme qui fait toute cette synthèse-là. Donc, en vérité, la France est chrétienne, point une barre. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne dis pas du tout qu'elle est judéo-chrétienne. Et je ne dis pas non plus qu'il y a une synthèse entre le judaïsme et le christianisme, une espèce de rassemblement. C'est complètement idiot. Je sais très bien que depuis 2000 ans, les deux religions se sont affrontées, confrontées, parfois persécutées, détestées, etc. Donc je ne vais pas inventer comme ça une religion judéo-chrétienne. Non. Je dis simplement, je reprends Renan. Mon ami Michel Onfray, d'ailleurs, qui est dans la salle, me dit même que ce qui a précédé Renan, et que Renan s'est inspiré de la pensée allemande à ce sujet. Donc, évidemment, je le crois sur parole, mais il me montrera un peu plus en détail, mais je suis sûr. Mais ça, c'est entre lui et moi. Donc, moi, j'appelle ça Renan. Bon, très bien. Qu'est-ce que dit Renan ? Renan dit, c'est tout simple, il y a dans le peuple juif, dans le judaïsme, il y avait une religion qui était le monothéisme juif, avec la loi de Moïse, et avec, à l'époque de l'Israël ancien, du temple de Jérusalem, des sacrifices d'animaux qu'on emmenait au temple régulièrement, comme les autres peuples le faisaient avec leur Dieu. Bon. Mais la spécificité des Juifs, c'est qu'ils avaient en leur sein des hommes qui s'appelaient les prophètes, et qui rabrouaient le peuple en lui disant, au lieu de faire des sacrifices d'animaux, ça ne suffira pas pour satisfaire Dieu. Ce qui satisfait Dieu, c'est que tu t'élèves moralement. C'est ce travail-là qu'ont fait les prophètes, qui s'appelaient Élie, Daniel, etc., et que, en vérité, dit Renan, le dernier grand prophète, et qui les surpasse tous, c'est Jésus. Jésus fait exactement le même travail. Il appelle le peuple juif, et par-delà le peuple juif, l'humanité entière, c'est là la première révolution de Jésus, à s'élever moralement, à s'ouvrir vers la paix, la charité, etc., etc. Et donc, Renan dit, cette révélation, ces prophètes juifs, ce prophétisme juif, aboutit à Jésus. C'est ça le judéo-christianisme. C'est rien d'autre. Maintenant, moi, j'en tire une deuxième leçon, mais qui est contemporaine et politique. Là, je dis, j'ai constaté au cours de ma campagne présidentielle un rapprochement, une fraternisation entre des jeunesses juives et catholiques, tout simplement parce qu'ils voulaient se défendre et défendre le même pays, la même France, une France justement chrétienne, où les juifs s'étaient vaille que vaille installés, qui petit à petit s'étaient imprégnés de cette culture chrétienne, j'y reviendrai, pour la défendre contre l'islamisation du pays. Je dis même d'ailleurs, au-delà des jeunesses juives et des jeunesses chrétiennes, cette fraternisation n'était pas évidente. Nous avons connu avec Éric, dans notre jeunesse à nous, dans les années 80, des affrontements entre des jeunes juifs de gauche qui fondaient un antiracisme et qui cherchaient tout le temps à culpabiliser la majorité catholique du pays en leur rappelant Vichy et en faisant des analogies entre Vichy et l'immigration des années 80. Donc moi, je me suis élevé contre ça.
J'ai combattu cela, j'ai combattu les institutions juives, j'ai combattu SOS Racisme, donc je sais ce qu'il en est. Donc ce combat-là est derrière nous. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le texte. Ce combat-là est derrière nous. Et pour moi, c'est essentiel. Donc j'ai gagné cette bataille-là. Et j'en suis très heureux et très fier. Et je pense que nous devons sortir de cet affrontement stérile qui a fait le nœud de la République. Le problème de la République, c'est que son objectif premier, et j'ai mis des années à le comprendre à travers les lectures, etc., c'est de déchristianiser le pays. Tout le problème est là. Et nous arrivons aujourd'hui... La République a trop bien réussi, si j'ose dire. Parce que nous arrivons à une situation où le pays a été tellement déchristianisé que aujourd'hui, les catholiques sont une minorité. Sont devenus une minorité. Et donc, là, je tire la sonnette d'alarme et je dis, attention, sans le christianisme, la France n'est plus la France. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le judéo-christianisme. Mais je ne voudrais pas qu'on on fasse de mauvaises interprétations. Merci beaucoup. Éric Nolot, également, vous dites souvent avec beaucoup d'ardeur combien vous aimez la France. Vous remontez également à sa profondeur historique, à tout ce qu'elle nous a apporté. Et donc, nous aurions voulu vous demander également, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient votre amour de la France? Qu'est-ce que vous aimez de la France? Et notamment, Éric Zemmour dit que un des problèmes de la République, c'est qu'ils ont voulu déchristianiser la France. Vous êtes républicain. Quelle France aimez-vous? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous aimez la France capétienne ou la France des Lumières? Quelle est la France que vous aimez? Et juste avant de répondre à votre question, juste un mot sur les racines chrétiennes. C'est assez étrange parce qu'on questionne une évidence. Est-ce qu'il y a des racines chrétiennes en France? Vous pouvez aller dans n'importe quel village, elles apparaissent sous la forme des églises. Si vous voyez les trésors qu'abrite le Louvre, enfin ceux que les voleurs n'ont pas encore dérobés, vous voyez que pendant des siècles, la peinture a été d'inspiration quasiment uniquement chrétienne, etc., etc. Moi, je viens de faire un petit spectacle théâtral autour des poèmes d'Apollinaire avec une grande comédienne française, Judith Magre, qui fête ses 99 ans demain. Vous voyez, donc voilà, oui, on peut l'applaudir parce qu'elle monte encore sur scène. Apollinaire, symbole de la modernité poétique, dans son recueil le plus célèbre, Alcool, se présente comme un poète chrétien. Dans Zone, il dit « Pidis, vous êtes le seul Européen moderne, tout le reste est antique, et voilà, etc. » Il avait été élevé dans la chrétienté, il se réclamait. Et on sait très bien que Apollinaire avait subi l'influence de Sandrard, les Pâques à New York, il me semble que le titre en dit beaucoup, et c'est pétri de chrétienté. Donc en France, même l'avant-garde poétique que représentaient Apollinaire et Sandrard, et qui représente encore maintenant, parce que la modernité reste très vive chez eux, est chrétienne. Mais on en est encore à discuter ça. C'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est une marotte, mais je pense que le grand affrontement de notre temps, c'est la réalité contre le déni de réalité. Voilà. Bon, il y a une réalité, c'est les racines chrétiennes de la France. À mon avis, c'est même pas un sujet de discussion, et c'est pourtant remis en question. Après, écoutez, comment ne pas aimer la France? C'est très difficile de ne pas aimer la France. C'est très difficile de ne pas aimer sa géographie, son histoire, sa littérature, sa peinture. Je vous parlais du Louvre, c'est quand même difficile. C'est un pays de villes en plus, de très belles villes. Et c'est quand même un miracle d'une immense civilisation qui est à ce point ouverte sur le reste du monde. Il n'y a aucun autre pays où les films étrangers, par exemple, sont autant accueillis dans les cinémas. Il y a très peu de pays où la littérature étrangère est à ce point traduite. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous êtes submergé par le nombre de livres. Donc c'est un exemple vraiment de civilisation qui ne prend pas excuse de sa grandeur pour éliminer les autres en disant que ça compte pour rien. Je pense que c'est le seul pays où, par exemple, un auteur qui est mort il y a quelques années pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, l'Albanais Ismail Kadare, ça doit être le seul pays où ses œuvres sont éditées en bilingue, s'il te plaît. Les œuvres complètes de Kadare en français et en albanais. D'ailleurs, je les lis en albanais, moi. Oui. Tu as des dons qu'on ne suppose pas. Qu'on ne suppose pas. Ce qui m'étonne un peu, parce que je t'ai entendu parler anglais, donc je ne pense pas que je pense pas que les langues étrangères soient ton point fort. Mais l'albanais, c'est autre chose. Ah, tu as fait albanais première langue. Oui, voilà, c'est ça. Et anglais deuxième langue. Tout s'explique. Non, mais moi, j'aime cette France dans
dans sa continuité historique. Je ne crois pas qu'elle ait commencé en 1789 ni en 1793. Je garde tout ce qu'elle a accumulé au fil des siècles. Maintenant, on est censé, ou on est sommé, choisir est-ce que vous êtes des Lumières, ou avant les Lumières, ou après les Lumières. Voilà. Moi, je vous dis, j'aime tout de la France. Et je l'aime d'autant plus qu'elle est vraiment en danger. Il y a quelque chose qui conspire à la disparition de la France, enfin du moins la France telle que nous l'entendons, parce que peut-être que le pays subsistera, et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appellera France, mais qui n'aura plus aucun rapport avec celle que nous aimons. Je ressens ça comme une angoisse existentielle extrêmement forte. Je n'aurais peut-être pas le dire à ce moment-là de la soirée, mais j'ai créé un parti pour rire, enfin pour rire jaune, ça s'appelle le Parti foutuiste, hein, le parti de ceux qui pensent que c'est foutu. Je pense que j'hésite. Est-ce qu'il est minuit moins une ou minuit une? Je ne sais pas. Ça dépend des jours, ça dépend de mes humeurs. Moi, je crains beaucoup qu'il soit minuit une parce que l'islamisme est un danger, mais l'islamisme conspire avec d'autres choses. L'islamisme, pour l'instant, conspire avec le wokisme, conspire avec une forme de capitalisme. Hein. Nous avons des grands patrons qui réclament encore plus d'immigrés pour pouvoir engager de la main-d'œuvre à vil prix. Je pense que ces dangers pris un par un, nous pouvons en triompher, mais que, comme ils se soutiennent l'un l'autre, j'ai peur que ça excède nos forces. Alors, vous avez dit que donc, l'enjeu central de l'actualité, c'était la question de l'identité. Vous avez parlé tous les deux des racines chrétiennes. Et dans votre livre, Éric Zemmour, vous dites également que... vous dites que face aux idéologies actuelles, justement, l'Église catholique défend mal un de ses héritages les plus précieux, qui est justement la notion d'individu. Et notamment, vous parlez du fait qu'elle a contribué, ou en tout cas créé, la notion d'individu libre. Et donc, pareil, nous voulions vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette affirmation sous deux aspects? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'individu, pas de notion d'individu libre dans justement la Grèce antique dont vous avez parlé, dont nous sommes aussi les héritiers? Et puis, une autre question, c'est est-ce que le fait que l'Église ait pu justement créer l'individu libre n'a pas un côté étonnant quand on sait que justement un des rôles de l'Église, c'est plutôt de défendre le bien commun plutôt que l'individu? Donc on verra après ce que ça a pu donner pour le wokisme, etc. Alors, si vous voulez, pourquoi, selon moi, c'est le christianisme qui a inventé l'individu? Avant le christianisme, toutes les religions, qu'elles soient le monothéisme juif ou les autres religions païennes qui avaient plusieurs dieux, reposaient sur un schéma assez simple. On appartenait à une cité ou à un peuple, et donc on révérait ses dieux, ou son Dieu, en tant que membre de cette cité ou de ce peuple. Et on devait respecter un certain nombre de lois, de prescriptions, d'interdits, et je parlais des sacrifices tout à l'heure, des sacrifices d'animaux, il y avait des rituels, etc. Mais tout ça était lié à l'appartenance à une cité ou un peuple. Et chaque individu n'était pas libre, il n'était même pas un individu autonome, parce que même s'il pouvait avoir une pensée autonome, il appartenait d'abord à ce peuple, et si vous voulez, son rapport à la divinité était déterminé par son appartenance à la cité ou au peuple. Quand la grande transgression de saint Paul, c'est de dire, si jamais vous devez respecter bien sûr la loi de Moïse, etc., mais si vous avez la foi en Jésus-Christ, quelle que soit votre origine, quelles que soient les actions que vous faites, eh ben, vous appartenez au peuple élu, vous êtes un descendant d'Abraham et vous êtes chrétien. C'est une révolution inouïe. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'ont pris les Juifs. Ils ont pris ça comme un scandale, puisque c'était eux les descendants d'Abraham. Et ils n'admettaient pas que n'importe qui, n'importe quel Romain à l'époque, sous prétexte qu'il ait la foi en Jésus-Christ, pût devenir un enfant d'Abraham. Et deuxièmement, ils n'admettaient pas non plus qu'un Romain pût devenir juif alors qu'il ne respectait pas le code juridique du
judaïsme. C'est ce que dit saint Paul. Et à partir de là, qu'est-ce que le christianisme invente? C'est ce rapport de la foi comme porte d'entrée de la religion. C'est ça la nouveauté. Et c'est ça qui, selon moi, crée l'individu. Parce que cet individu, il a un rapport intérieur avec la divinité, il a un dialogue intérieur avec la divinité, alors que dans les autres religions, c'est sous le contrôle de la communauté. Je vais vous donner... Alors, dans le judaïsme, il y a une nuance, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on dit aux Juifs, il y a la loi de Moïse, tu dois la respecter, mais tu as le droit de ne pas la respecter. Dieu te donne l'autorisation, entre guillemets, tu es libre. Tu as le droit de ne pas respecter. Mais, et c'est là la nuance avec le christianisme, c'est pour ça que je parle d'individu libre, c'est que, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la tradition juive, tous les ans, il y a le jour du grand pardon, qu'on appelle en hébreu Yom Kippour. Et là, on confesse toutes ses fautes et on demande pardon à Dieu. On jeûne toute la journée et on demande pardon à Dieu. Mais on ne demande pas pardon uniquement de ses fautes. On demande pardon de toutes les fautes commises par le peuple entier. C'est ça la différence. La confession chrétienne, les chrétiens se confessent, ils parlent de leurs fautes à eux, pas des fautes des autres. C'est pour ça que je le dis, que c'est le christianisme qui forge l'individu libre. Et à partir du moment où cet individu libre est créé, ça change tout. On a des structures familiales. La société s'organise autour des structures familiales et non plus sur des structures tribales. Et on a toute une société que l'Église va organiser avec le droit qui tire de Rome, avec, vous voyez, ce que tu as très bien défini, Nolo, c'est-à-dire les formes culturelles, la peinture, la musique, l'architecture, etc. Et cet individu libre va rentrer dans un cadre nouveau, et c'est lui, contrairement à ce qu'on dit, vous savez, aujourd'hui, on dit toujours, c'est l'État qui s'est organisé et qui a inventé des processus pour protéger la liberté de l'individu. Moi, je crois le contraire. Je crois que c'est l'individu libre créé par le christianisme qui va inventer un État qui va protéger sa liberté. Voilà comment, vous voyez, le christianisme invente une société à part. Et aujourd'hui, on voit la différence, si on veut la voir. Les sociétés occidentales chrétiennes sont les seules avec un véritable individu. L'individu libre n'existe pas en islam. Il n'existe pas en société confucéenne chinoise. Il n'existe pas. Et notre problème, c'est que cet individu libre va se rebeller à partir de la Renaissance, des Lumières, etc. Il va se rebeller tellement contre l'Église, donc contre sa mère, qu'il va tellement s'émanciper qu'il va être complètement déraciné. C'est ça notre sort aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un individu libre, mais qui ne sait plus où il habite, qui ne sait plus quelles sont ses racines, qui ne sait plus où il est. Cette invention du christianisme se retourne non seulement contre le christianisme, mais contre nous. Éric Nolot, est-ce que vous rejoignez cette idée? Si on retient ton hypothèse, alors il faut comparer l'Église ou la chrétienté à une sorte de docteur Frankenstein qui a laissé échapper ses créatures. C'est-à-dire que les vertus chrétiennes, la tolérance, l'hospitalité sont en train de nous tuer, en réalité. Partent d'un bon sentiment. Tu sais, le mot de Chesterton, le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. C'est exactement ça. Il y a le fait que maintenant, l'individu s'est émancipé, il a échappé au docteur Frankenstein, et les droits de l'individu se retournent contre les droits de la communauté, contre la collectivité. À force de protéger l'individu, on met en danger la communauté. Et alors, ça va beaucoup plus loin, parce que après, les wokistes arrivent et poussent l'individu tellement loin que moi, je peux te dire, sans crainte d'être contredit par les wokistes, qui au contraire m'applaudiront, je suis une femme, 2 secondes plus tard, je suis une chaise, 2 secondes plus tard, je suis un zèbre. Et si tu dis, mais c'est assez absurde, je te connais depuis des années, je t'attaque en justice, parce que tu brimes mes droits, tu t'en prends à mes droits individuels. Donc l'individu s'est poussé tellement loin que si nous ne mettons pas le holà, nous finirons tous par couler avec nos droits individuels, mais par couler collectivement. Et tu peux même aller plus loin. D'abord, tu as tout à fait raison, je cite dans mon livre un universitaire, un intellectuel américain, qui analyse le wokisme comme un protestantisme devenu fou.
un protestantisme sans Jésus-Christ. Et il dit, si Jésus-Christ prend nos fautes et nous permet le pardon, s'il n'y a plus de Jésus-Christ, il y a la repentance éternelle, c'est le wokisme. Oui, c'est-à-dire l'homme blanc qui doit éternellement être coupable, et c'est la culpabilité éternelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui, chez nous, un islam très habile qui utilise, c'est les frères musulmans qui ont inventé ça, il faut lire les livres de Bergeau-Blaclair, qui utilise la liberté individuelle pour la retourner, avec l'aide des wokistes et avec l'aide de l'extrême gauche, pour la retourner contre nos sociétés. Quand vous voyez une fille voilée, comme j'ai vu hier soir à la télévision, elle vous dit c'est une démarche personnelle, je suis libre. Les Français sont complètement démunis face à cela. Vous avez vu les réactions? Complètement démunis. En vérité, ça n'a rien de personnel, puisque en islam, l'individu libre n'existe pas. L'individu n'existe pas. Et il n'y a pas de liberté. On doit se soumettre à Dieu, point. Dieu ordonne et le musulman se soumet. Je raconte une histoire que j'ai empruntée d'ailleurs à Rémi Brague, qui montre la différence entre le judaïsme et l'islam. La même anecdote, la fameuse anecdote dans la Bible, où Dieu dit à Abraham, va annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe parce qu'elles ont péché, et où Abraham discute avec Dieu, en lui disant, non mais tu ne peux pas faire ça s'il y a 100 sages, s'il y a 50 sages, s'il y a 20, etc. C'était une anecdote qui m'amusait beaucoup, parce que j'avais vraiment l'impression d'un marchand de tapis, c'était comique. Et Rémi Brague révèle que dans le Coran, cette anecdote est relatée en disant simplement, il n'y a aucune discussion. Le Coran écrit, et Abraham obéit à Dieu. Donc c'est vraiment exactement... Et aujourd'hui, l'habileté des frères musulmans, c'est d'utiliser notre liberté individuelle pour faire croire à des démarches individuelles, alors qu'en fait, c'est une manière de conquérir nos pays et notre civilisation. Et ces filles voilées ne sont ni des individus, ce ne sont absolument pas des démarches personnelles, elles sont absolument pas libres, elles obéissent à Dieu. Et d'ailleurs, le seul qui l'avoue, et on revient au sujet majeur de Nolo, le seul qui l'avoue, c'est Mélenchon. Je l'ai entendu à la télévision, puisque tu te rappelles, devant nous, il y a 10 ans, il avait fait une diatribe assez brillante d'ailleurs contre le voile, en disant que c'était de l'autostigmatisation, je m'en souviens encore. Et il y a quelques mois, face à Alain Duhamel, il a expliqué pourquoi il avait changé d'avis, en disant qu'une amie musulmane lui avait dit « de toute façon, tu ne peux rien faire, c'est un ordre de Dieu ». Et Mélenchon, c'est le comique de l'histoire, c'est-à-dire que le bouffeur de curé devient le parangon de la théocratie la plus archaïque. Pour rester poli. Pour rester poli. Et donc, vous voyez, c'est en cela qu'on voit bien les civilisations différentes encore aujourd'hui. Sauf que Sauf que ce qui fut notre force, et ça, Eric a raison, est devenu notre faiblesse la plus importante. Non, je reviens juste en arrière. Tu dis comme un protestantisme sans Jésus-Christ, mais pas sans Dieu. L'individu est devenu Dieu à lui-même. Parce que moi, par exemple, dans Racine chrétienne, ce qui m'intéresse, c'est autant le substantif que l'adjectif. Parce que la notion même de racine est mise en cause. Vous voyez, quelque chose qui est paru un peu anecdotique, mais que j'analyse d'un point de vue philosophique. Et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a eu une drôle de diatribe contre l'héritage. Elle dit cet argent qui tombe de nulle part. Ben non, il ne tombe pas de nulle part, il tombe de tes parents, donc tu viens de quelqu'un. Et cet héritage, ben, tu veux le transmettre. Donc, en fait, elle remet en cause les racines, la transmission, l'héritage. Il n'y a rien à hériter. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça va loin, parce que ça veut dire qu'en réalité, ben, les individus sont des êtres comme ça, séparés. Et ça, c'est la quintessence du macronisme. Ah, mais absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Français? C'est quelqu'un qui est en France. À quoi on le juge? Il a une force de travail ou pas? S'il a une force de travail, ben, il est bienvenu, quelle que soit son histoire, qu'il soit afghan, c'est-à-dire qu'il soit porteur quand même de valeurs assez différentes de celles qui, voilà, notamment par rapport aux femmes. Peu importe, il travaille, il a une force voilà. Même pas. Même pas, mais enfin bon. Il ne travaille pas. C'est un peu ça quand même. Oui, mais c'est un peu ça, quand même le principe. Non. Oui, mais c'est un peu ça le principe quand même. Tu es encore de l'ancien monde. Tu crois qu'un immigré, il vient pour travailler? Non. Non, là, tu as tort de réduire à ça parce que, par exemple, les bobos, moi dans le quartier où j'habite,
les bobos, ils sont extrêmement heureux pour plein de raisons. D'abord parce que ils peuvent profiter des terrasses de café de 17h à 23h en ayant l'impression d'accomplir un acte héroïque, puisque les terrasses ont été mitraillées par les terroristes. Ensuite, comme les cafés sont tout près de la mosquée, ils ont la satisfaction de participer à un projet multiculturel et multireligieux. Et une fois qu'ils ont fini de boire jusqu'à 23h, ils rentrent chez eux et ils peuvent commander leur sandwich favori à un esclave à vélo. Donc non, ils ont intérêt à faire rentrer ces gens, qui bossent quand même, pour certains. Il y a les deux, en fait. Il t'arrive d'être réducteur. Rarement. Pour approfondir ce basculement dans ces cas-là et rejoindre la question effectivement de l'islam et du wokisme et de votre ouvrage, Éric Nolot, vous avez donc écrit La République, c'est lui sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pourriez nous revenir plus précisément sur justement en quoi a consisté l'évolution de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous dites que vous l'avez connu il y a quelques années parlant de manière totalement différente. Et est-ce que vous pourriez également nous expliquer quelle est, dans le fond, s'il y en a une, quelle est la philosophie politique que maintenant il contribue du coup à diffuser dans les esprits? Non, mais là, l'affaire est très très simple. En fait, ça commence en 2011 avec la fameuse note de Terra Nova. Terra Nova dit le peuple vote mal, le peuple vote à droite et même à l'extrême droite. Il faut changer de peuple et d'électorat. Donc, exit le prolétaire, le travailleur. C'est fini, travailleur, travailleuse, travailleur. Bon, c'est terminé. On prend les populations issues de l'immigration, les milieux progressistes, les minorités sexuelles, etc., etc. ont un nouveau peuple. Et Mélenchon a pris cette théorie et l'a mise en pratique. C'est-à-dire qu'il le dit même, tu as raison tout à l'heure, il dit même maintenant les choses avec franchise. Il dit le problème de la France, c'est les Français de souche. Ça, c'est quand même une déclaration assez étonnante, quoi. Et c'est bizarre que ça ne fasse pas plus de remous, parce que bon, nous sommes quand même encore quelques Français de souche, donc on devrait un peu se révolter. Et donc, il faut donner à cet électorat ce qu'il veut, c'est-à-dire il faut lui parler d'autre chose. Donc vous ne parlez pas à l'ensemble du peuple français, vous parlez uniquement à ce nouvel électorat. Alors le cas le plus emblématique, c'est celui de Rima Hassan. Bon, voilà, Rima Hassan, ça a tout changé à mon avis, puisque là ils ont trouvé l'incarnation de quelqu'un qui ne parle que de problèmes qui ne nous concernent pas directement, mais qui intéresse beaucoup l'électorat que brigue Jean-Luc Mélenchon. Alors à partir de là, ça se combine avec un projet révolutionnaire. Le projet révolutionnaire, il n'a pas changé à travers l'histoire. Le projet révolutionnaire, c'est table rase. On détruit tout, on rebâtit avec un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme créolisé. Voilà, ça c'est le but de Jean-Luc Mélenchon. Il doit y avoir. On détruit la langue française. Vous avez vu, il est interdit de parler de langue française. Il faut parler de langue commune. Un des intellectuels organiques de la France insoumise, M. Apathy, a dit que ça vous concerne en premier lieu. S'il arrivait au pouvoir, il raserait comme premier acte le château de Versailles. Donc préparez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'il faut. C'est un processus de liquidation. Vous liquidez tout et sur les ruines, vous faites advenir un homme nouveau. C'était le projet du stalinisme, du maoïsme, de l'hitlérisme, voilà, de tout. Robespierre. De Robespierre, exactement. Oui, de toute façon, leur grande référence, c'est les révolutionnaires, plutôt les coupeurs de tête que les utopistes, etc., etc. Donc, je vous l'annonce aujourd'hui, enfin je pense que ce n'est pas un mystère, il n'y aura aucune limite, aucune limite. Surtout que 2027, a priori, étant le dernier tour de piste de Jean-Luc Mélenchon, là, il va lâcher les chevaux. Vous allez entendre des choses qui nous feront regretter le Mélenchon d'aujourd'hui, parce qu'il faudra donner toujours plus de gages à ce nouvel électorat. Et le pire, c'est que je pense que c'est un pari qui n'est pas absurde du tout. Lors des dernières européennes, l'irruption de Rima Hassan s'est traduite immédiatement dans les intentions de vote et même dans les votes qui ont été décomptés. Donc je pense que c'est un projet d'anti-France, un projet totalement hostile à ce que nous sommes et qui fait la promotion d'une idéologie qui est totalement étrangère à la France, qui est celle de l'islamo-gauchisme. Donc préparez-vous à en entendre de belles, ou plutôt de laides. Mais cet électorat dont vous parlez qu'il essaye de séduire, on espère est encore relativement minoritaire. Donc, est-ce que son objectif est vraiment de prendre le pouvoir ou est-ce que c'est plutôt d'être dans une forme d'opposition qui aille justement très loin? Est-ce qu'on doit avoir peur que Jean-Luc Mélenchon gagne les prochaines élections? Les prochaines élections, non, mais il est allié avec des gens, les islamistes, qui ont l'éternité devant eux. Donc, eux, 2027, ils s'en fichent. Ils savent qu'à la fin, ils vont gagner.
et que pour l'instant, ils sont alliés avec Jean-Luc Mélenchon qui fait avancer leur cause. Eux, c'est un projet millénaire. Monsieur Mélenchon, comme nous tous, il est malheureusement soumis à la finitude. Voilà, donc lui, il n'arrivera jusqu'au bout. En revanche, il peut quand même s'amuser un peu parce que, admettons qu'un candidat de droite, Marine Le Pen ou Bardella ou même Éric Zemmour arrive au pouvoir, eh bien, là, ce sera formidable parce que le théâtre antifasciste dont parlait Jospin, ce sera tous les jours. Le fascisme ne passera pas. Ah, il est passé, donc on va bordéliser la France et ce sera merveilleux pour eux. Ils revivront leur grand fantasme de révolution, ce sera le chaos. Donc ils pourront un peu s'amuser comme ça. Donc le pouvoir, non, n'est pas à portée de main, je ne pense pas, pour 2027, mais en revanche, il sert de cheval de Troie à un pouvoir qui, lui, pourrait advenir en France le pouvoir islamiste. C'est une question de démographie. On est tout à fait d'accord. Je mettrai un bémol. D'abord, je donnerai 2 chiffres simples pour éclairer ce qu'a dit Eric. En 2022, 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon. 69% des musulmans qui ont voté. Or, il n'y a que 54% des électeurs musulmans qui ont voté. Donc, c'est 69% de 54%. Donc, vous comprenez bien qu'avec ça, et avec le vote utile de la gauche, qui s'est rabattu sur lui à partir de mars 2021, il a fait 22%. Et il a failli être au second tour. Le calcul qu'il fait est simple. Vous augmentez tous les numérateurs, c'est-à-dire vous augmentez le chiffre de 69% à 80%, grâce à Rima Hassan, et vous augmentez surtout le chiffre de 54%, là aussi à 70 ou 80%. Ça, c'est le travail qu'il a demandé de faire à tous les gens de ces fédérations, aller dans les quartiers, comme ils disent, pour obliger les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, etc., etc. Et là, il est au second tour, assurément. Et après, quand vous dites qu'il ne peut pas gagner, c'est mon désaccord avec Nolo. Ça dépend qui il a en face. Moi, je pense que dans un débat, par exemple, avec Bardella ou Marine Le Pen, il gagne haut la main, qu'il peut rameuter, il peut rameuter beaucoup d'électeurs. On l'a vu lors des législatives de 2024. Et là, tout est jouable. Par ailleurs, là où je suis d'accord, et d'ailleurs c'est le sens de mon combat, c'est que moi je pense que je dois l'affronter en 2027 pour l'arrêter. Parce que je suis le seul à avoir le même logiciel que lui, entre guillemets. Merci. Mais par ailleurs, je suis d'accord avec Nolo, évidemment, il est l'otage de l'islam, qui lui voit à long terme. Ouria Boutelja, l'égérie des indigènes de la République, merci, qui est une des filles les plus intelligentes de cette mouvance, parce qu'à chaque fois, je trouve qu'elle dit des choses plutôt intelligentes et plutôt acérées, et elle est assez courageuse, elle dit les choses, l'a appelé un butin de guerre. Je pense que c'est la meilleure expression pour Jean-Luc Mélenchon. Il est un butin de guerre de l'islam. Mais, et là, je ferai un peu une perspective historique, on en a parlé avec Eric lors de nos innombrables dîners, j'ai déjà élaboré cette thèse devant lui. Je pense que l'histoire de France n'est qu'une suite d'affrontements entre 2 catégories de Français. Ceux qui résistent à une invasion de l'étranger et ceux qui collaborent avec l'étranger. Je ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale, c'est trop évident. Mais on pourrait remonter à la guerre de 100 ans, l'évêque Cochon qui a donné Jeanne d'Arc. On pourrait remonter aux guerres de religion avec les protestants qui appelaient les Anglais à la rescousse. Et c'est pour ça que Richelieu les a massacrés à La Rochelle. On pourrait voir aussi les aristocrates qui étaient dans les armées, ou même pas aristocrates d'ailleurs, qui étaient dans les armées contre Napoléon, les armées étrangères. Et évidemment en 1940, tout le monde connaît ça. On pourrait d'ailleurs aller jusqu'à la guerre d'Algérie avec les porteurs de valises qui aidaient le FLN contre la France. C'est la figure classique du parti de l'étranger. Jean-Luc Mélenchon est la nouvelle forme d'un classique de l'histoire de France qui est le parti de l'étranger. Et il le fait délibérément, il le sait, mais il pense que c'est sa seule façon d'arriver au pouvoir. Et je le dis à chaque fois, Eric,
pas seulement. Il n'est pas seulement électoraliste. Il y a un projet quasiment eschatologique, c'est-à-dire faire renouveler le peuple français par du sang venu du sud de la Méditerranée, arabo-musulman. C'est une espèce de vision. Vous savez, c'est un peu comme Alexandre le Grand qui faisait épouser ses officiers avec des femmes perses. Vous voyez, pour lier l'Orient et l'Occident. Mélenchon, il y a un peu de ça. Ce truc complètement délirante, mais qui est que la France est pourrie, la France est morte, la France est un vieux peuple, il le dit maintenant, et elle doit se régénérer. C'est exactement ce que tu disais, Robespierre et compagnie. Elle doit se régénérer avec les arabo-musulmans. C'est ça le projet de Mélenchon. Mais le problème, c'est qu'il ne fera pas partie du tableau. Enfin, lui, il est un peu âgé déjà, mais il y a eu un moment de vérité, c'est quand, dans un meeting, Rima Hassan s'est tournée vers Mathilde Panot et lui a dit maintenant, le temps du porte-parole est terminé. Le pouvoir doit être pris par les racisés. Donc, en fait, c'est la fameuse loi des idiots utiles, mais M. Mélenchon ne fait pas partie de la solution pour eux. Il pense qu'il domine, mais un jour, il n'aura plus sa place. Et Mathilde Panot a un air de stupéfaction qui, pour moi, est sans précédent. Je l'avais vu une seule fois. C'est en 1989, quand Ceausescu fait son dernier discours au balcon, et qu'il y a un mouvement de foule, et qui sent que l'histoire est en train de basculer. Panot l'a regardé, elle a dit « Ah ben moi, je ne suis pas prévu dans le truc, en fait. Voilà, je ne fais pas partie des plans. » Et Rima Hassan lui a expliqué. Là, c'était clair. Non, mais ce sont des gens... Alors là, c'est vraiment... vraiment, je voudrais leur reconnaître ce mérite. Il suffit de prendre au sérieux ce qu'ils disent. Absolument. Voilà. Là, vraiment, il n'y a pas de feinte. Absolument. C'est annoncé, il y a un programme, et il suffit de savoir si on est avec eux ou contre eux. Moi, exactement. Je suis contre eux. Bah voilà. Merci beaucoup. Alors, je voudrais maintenant qu'on avance un peu sur cette question de l'islam et du lien avec le wokisme que vous évoquez tous les deux. Et notamment, Éric Zemmour, je voulais vous demander, dans votre livre, à un moment, vous parlez également du vocable des frères musulmans, l'islamisation de la connaissance. Et après, du lien entre justement l'islam et le wokisme, le wokisme exalte les minorités sexuelles et raciales, et la haine de l'homme blanc hétérosexuel. Et du coup, on voulait vous demander, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce que signifie l'islamisation de la connaissance ? Puisque pour le grand public, on assiste plutôt à une wokisation de la connaissance qu'à une islamisation de la connaissance. Et ensuite, est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, revenir sur cette question du lien entre l'islam et le wokisme, qui paraît très paradoxal, puisque justement leur position sur les droits des femmes, les droits des homosexuels, un certain nombre de minorités est radicalement opposée. Moi, j'ai appelé ça le pacte germano-soviétique. Ben, rigolez pas, ça m'a coûté 10 000 € vos histoires, vos rigolades là. Parce que je vais faire la quête après. Il rigole, mais c'est moi qui paye au tribunal. Éric, franchement, ça les vaut. Oui, merci. Franchement. Ah, merci. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire, plaisanterie mise à part. Germano-soviétique. Vous savez qu'il s'allie pour écraser la France, mais ensuite, Hitler sait qu'il va, lui, son seul objectif, c'est d'attaquer la Russie. C'est exactement la même chose. Vous avez d'un côté le wokisme, qui, comme vous l'avez dit, exalte les minorités raciales et aussi sexuelles, homosexuelles, féministes, etc., transsexuelles, patati patata. Et vous avez de l'autre côté l'islam. L'islam sait très bien que pour l'instant, c'est comme le butin de guerre de Mélenchon. Il sait très bien qu'il se sert du wokisme pour finir de détruire la société occidentale, mais ensuite, il massacrera ces gens-là. Il a fait la même chose avec les communistes en Iran. En 1979, quand Khomeini prend le pouvoir, il est aidé par les communistes pour chasser le Shah d'Iran. Et puis, quelques mois plus tard, les communistes sont tous en prison. Ça sera le destin de nos woke. Ça, c'est la première chose. Maintenant, avant, l'islamisation de la connaissance, c'est un concept que j'emprunte à Bergeau-Blaclair, dans un de ses livres que j'ai lu, et qui est une invention de notre ami, je dis ça avec ironie, Tariq Ramadan. C'est lui la tête pensante
des frères musulmans. C'est un garçon qu'on connaît bien avec Eric. On l'a affronté plusieurs fois à la télévision. C'est un gars très intelligent. Et c'est un gars qui a bien compris qu'il fallait faire tomber l'islam à gauche pour pouvoir être l'allié de la gauche et pour abattre la société occidentale traditionnelle. Et c'est ce qu'il a fait depuis 20 ans. Et l'islamisation de la connaissance, ça veut dire qu'ils ont intégré l'université et qu'ils mettent, si vous voulez, ils essayent d'islamiser tous les concepts occidentaux. Par exemple, il y a un féminisme musulman. Oui, ça fait rire. Ça fait rire, mais il l'invente. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ma voilée d'hier soir. Elle va vous expliquer que c'est une démarche individuelle et que c'est son choix, elle toute seule. Elle a été forcée par personne. Tout ça est complètement en dehors de leur concept à eux. Mais c'est pas grave. Ils inventent des concepts qui font la jonction avec la pensée occidentale héritée du christianisme et dévoyée par nos amis woke, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit Eric, l'individu roi, l'individu fou. Hein. Ils utilisent ça, ils font croire qu'ils rentrent dans cette logique pour, évidemment, récupérer tout ça et islamiser les esprits et le pays. C'est ça l'islamisation de la connaissance. Et c'est un concept assez subtil et assez intelligent qui a complètement dévoyé tous ces esprits qui se soumettent à eux. C'est une vieille logique, vous savez, dès 1920, au congrès de Bakou, Lénine fait alliance avec tous les pays colonisés à l'époque par la France et l'Angleterre contre la France et l'Angleterre. Puis, dans les années, je crois, 60, 70 ou 80, je ne sais plus, un trotskiste anglais imagine une alliance, justement, avec les classes immigrées des pays occidentaux pour abattre le capitalisme. Chacun se sert de l'autre, chacun se croit plus malin que l'autre. C'est vraiment le pacte germano-soviétique. Mais vous avez parlé de paradoxe dans cette alliance entre wokisme et islamisme. Oui, il saute aux yeux, parce que je crois qu'il n'aura échappé à personne que les LGBT, c'est pas vraiment le genre de beauté des islamistes. Et moi, le slogan le plus drôle de l'année, c'est quand même les LGBT à Gaza. Oui. Oui, on dirait une histoire drôle, mais qui finit mal. Donc les LGBT, c'est pas leur genre de beauté. Alors les plus, pour eux, c'est l'horreur absolue. Alors quand même, il y a des points communs. Pour moi, c'est quand même deux formes de régression phénoménale. Ça, c'est très, très étonnant. Alors du point de vue de la science, très intéressant, parce que dans le fameux sondage. L'étude de l'IFOP, là, non seulement une majorité de musulmans place les lois de Dieu au-dessus de celles de la République, c'est déjà un peu inquiétant, mais au-dessus des lois de la science, ce qui est quand même une phénoménale régression, parce qu'on a connu ça dans la chrétienté, etc. Et moi, je me souviens d'une interview à la télévision américaine, qui en a pourtant vu d'autres, d'une wokiste par une journaliste chevronnée, mais là, elle était tombée sur un os. Elle dit, mais vous remettez tout en cause, mais enfin, bon, il faut tout déconstruire, mais enfin, à ce que je sache, 2 plus 2, ça fait 4. Et la wokiste lui dit non. Elle lui dit non parce que, pourquoi ? Parce que les mathématiques ont été élaborées sous le patriarcat. Absolument. Donc, peut-être que ça fait 2 plus 2, ça fait 4, mais peut-être ça fait 5 ou 3, je ne sais pas, puisque c'est faussé par un biais idéologique. Alors, là où c'est vraiment intéressant, c'est du point de vue la contagion du wokisme sur le féminisme. Ma préférée de toutes, Sandrine Rousseau... oui. À laquelle j'ai consacré tout un livre, qui à mon avis est sa plus forte chance de rester dans l'éternité, a eu cette phrase étonnante. Elle a dit « Moi, je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR ». C'est-à-dire, traduit en termes plus directs, je préfère une sorcière à Marie Curie. Ce qui, d'un point de vue féministe, est une régression de 500 ans. Donc elle pense que la place d'une femme n'est pas dans un laboratoire à essayer de gagner, d'abord de découvrir des choses utiles pour l'humanité et de gagner des prix Nobel accessoirement, mais de se réunir les nuits de pleine lune dans une clairière avec ses copines en tournant autour d'un chaudron. Donc en fait,
Tout est en train de régresser à une vitesse folle. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Tout ça au nom de la gauche, qui n'a cessé de pousser pour l'émancipation de la femme et qui maintenant donne dans le panneau de l'islamisme, qui, pour la femme, je n'ai pas la peine que j'y revienne, mais même sous la forme du wokisme, propose de la régression. Et d'ailleurs, vous avez vu que les deux camps proposent maintenant la séparation des hommes et des femmes, sont alliés pour que voilà, la fin de la mixité, qui est une tradition française ancestrale et assez particulière, même en Occident. Absolument. Même en Occident. Tu as tout à fait raison. Le seul roi France, seule la France et la cour du roi de France acceptaient que les femmes se mélangent avec les hommes devant le roi, etc. Les autres cours ont mis des siècles à accepter cela. Et c'était un choc pour tous les étrangers qui venaient à la cour du roi de France. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on disait au XVIIIe siècle, la France, c'est le pays où les femmes règnent. Parce qu'il y avait la Pompadour, etc., qui gouvernait vraiment. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la gauche est une régression pour les femmes. C'est la Révolution française qui chasse les femmes de l'espace public et de l'espace politique. Par rapport à la monarchie, ça a été une régression. Et c'est la République qui refuse de donner le droit de vote aux femmes parce qu'à l'époque, elles sont tellement proches des prêtres qu'on pense, avec raison d'ailleurs, qu'elles voteront pour la monarchie et qu'elles aboliront la République. Et donc c'est pour ça que la France et la République ne donnent pas le droit de vote aux femmes. Donc c'est une vieille, si j'ose dire, tradition de la gauche. Mais pour le reste, tu as évidemment raison. Moi, je pense que cette invasion migratoire islamique couplée avec le wokisme nous ramène en fait dans des structures archaïques fondamentales, tribales, où justement, on en revient au début de notre conversation, mon individu chrétien est tellement sanctifié qu'en fait il est détruit. C'est le grand paradoxe du wokisme, c'est que finalement il est l'idiot utile de l'islam pour tout ce qu'on a dit, mais aussi même pour cette disparition et cette destruction de l'individu. Juste ajouter une chose, c'est que cette séparation des hommes et des femmes est également motivée par l'augmentation de la délinquance et des agressions contre les femmes. C'est ça qui est étonnant dans les transports en commun. C'est pas étonnant du tout. Non, mais je veux dire que c'est quand même étonnant. C'est pas étonnant. Oui, mais enfin, on devrait quand même s'arrêter là-dessus. Non, je crois pas. Moi, je pense que je fais un raisonnement à l'envers. Je pense que pourquoi dans les sociétés archaïques, les femmes sont séparées des hommes? Parce que les hommes n'ont pas connu le processus de civilisation décrit par Norbert Elias, où on leur apprend à restreindre et à limiter leur violence et leurs instincts. Et donc, comme les viols et les vols et les agressions sont le fait, pour l'essentiel, des jeunes hommes de culture arabo-musulmane, ils imposent en même temps leur mode de vie, puisque les femmes elles-mêmes, pour se protéger, rentrent dans leur logique de séparation. Donc tout ça est tout à fait logique. La réclame, oui. Ben oui. La réclame. Non, mais on est d'accord là-dessus. Et est-ce que vous pensez que, donc, de ce fait que l'alliance entre l'islam et le wokisme soit très temporaire, est-ce que vous pensez que les woke en sont conscients, mais pensent pouvoir gagner, ou est-ce qu'ils n'en sont absolument pas conscients? La plupart des woke sont quand même des imbéciles naïfs. Alors, ceux qui les manipulent se disent tout ce qu'on a expliqué là, mais la plupart, ils ne comprennent rien. Ils croient naïvement que tout ce qu'on dit est une invention horrible d'un discours de haine de gens d'extrême droite. Donc tout ce qu'on dit là, pour eux, ça n'existe pas. Et donc ils ne se posent pas la question. Je ne parle pas de Mélenchon là-dedans, vous avez compris évidemment. Non, mais le wokisme s'explique essentiellement par l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel. Exactement. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Mais bien sûr, sans cet effondrement, le wokisme, voilà. Mais évidemment. Donc, ça, voilà. Évidemment. Donc, en fait, la lutte contre le wokisme, il faut remettre la civilisation à l'endroit, quoi. Voilà, c'est la preuve que la civilisation est maintenant cul par-dessus tête. D'où le wokisme. Ben, de toute façon, écoutez-les. Hein. Après, c'est vrai que par-dessus ça, il y a le bon sentiment, c'est-à-dire que l'arabo-musulman est une victime
quoi qu'il fasse d'ailleurs, même si c'est un délinquant, même peut-être surtout si c'est un délinquant, voilà, il est victime. Vous avez vu par exemple que quand même c'était assez étonnant, mais même dans des événements effroyables comme les pogroms du 7 octobre, vous avez vu que les assassins, les éventreurs de femmes, comme c'est pas le bon profil, c'est pas vraiment des éventreurs et des assassins. Non, ce sont des résistants. Voilà, des résistants. Voilà. D'ailleurs, Jean Moulin éventrait les femmes. Exactement. Voilà. Et même couper en morceaux les bébés allemands. Non, ça c'est De Gaulle. Ça c'est De Gaulle. Ça, tu confonds. Et les femmes violées ne l'étaient pas puisqu'elles étaient juives et c'est pas non plus le bon profil. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des choses quand même étonnantes parce qu'on voit à quel point l'importation du conflit peut vraiment provoquer des comportements étranges. C'est des petites demoiselles bien propres sur elles, des petites wokistes qui descendaient de leur vélo, puisqu'elles roulent à vélo, pour arracher les affiches des otages. En Israël. Ça, c'est quand même étonnant. Jusqu'où la haine? C'est-à-dire, ces otages, il y avait quand même un bébé de quelques semaines. Eh bien non, ils sont coupables parce qu'ils participent au projet sioniste, etc. Et parce que ce sont des oppresseurs. Et même ceux qui les ont enlevés restent des opprimés. Quand vous en êtes en effet à ce niveau de bêtise, il n'y a pas grand-chose à espérer. Et justement, juste avant de revenir sur le 7 octobre, vous dites effectivement à plusieurs reprises que l'effondrement de l'école est en partie responsable de développement du wokisme. Est-ce que vous pourriez préciser en quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste le fait que le niveau intellectuel est baissé? Donc pourquoi est-ce que ça rend woke d'être moins intelligent? Enfin, ça pourrait rendre autre chose. Ou est-ce que c'est que vraiment, il y a un projet woke dans l'enseignement contemporain qui est introduit déjà à l'école et qui donc prépare les esprits écoutez, dans cette direction? Éliminons rapidement la question du constat. Il y a des classements internationaux, classement PISA. La France est en chute libre, ça continue. Bon, ensuite, même pas besoin de consulter les classements PISA. Vous faites un petit tour sur les réseaux sociaux. Vous verrez que la grammaire est en déroute, la syntaxe est perdue, le vocabulaire est inexistant. Et d'ailleurs, on vous explique, ça c'est projet wokiste, et j'en viens à votre question principale, c'est qu'en fait la grammaire est nazie, l'orthographe est d'extrême droite, la syntaxe, je sais pas, doit être réactionnaire, enfin, etc. Vous entendez ça très très sérieusement. Ensuite, écoutez, la nature a horreur du vide et l'école aussi. C'est-à-dire qu'on a décidé que maintenant, ce qui était important à l'école, ce n'est pas la transmission des savoirs fondamentaux, mais d'initier les enfants au monde merveilleux des drag queens. Les drag queens sont avec les sorcières les personnages phares du wokisme. Donc Madame Rousseau fait la promotion des sorcières et l'école fait la promotion des drag queens, entre autres. Donc il y a un mouvement même maintenant de résistance assez fort des parents qui veulent se mêler de ça. Voilà. Moi, écoutez, Dieu sait si je suis pessimiste. Vraiment, je crois honnêtement que c'est pas loin d'être foutu. Encore, quand je dis c'est pas loin, c'est pour ménager les âmes sensibles dans l'assistance. Néanmoins, je crois que si on parvenait, ce qui n'est pas une mince tâche, à reprendre le contrôle de l'école, tout redeviendrait possible. Voilà, je pense. C'est la mère de toutes les batailles. Absolument d'accord. Merci. Alors, pour revenir sur le 7 octobre et prolonger ce que vous dites, mais là, on a parlé au niveau de la population, et si on remonte au niveau politique, vous avez écrit, Éric Zemmour, dans votre ouvrage à propos du 7 octobre, que dans les jours qui ont suivi, Emmanuel Macron avait refusé d'aller à un rassemblement antisémite au nom de la paix civile, que Joe Biden avait été critiqué pour son soutien à Israël, que les électeurs musulmans et woke avaient boycotté les primaires du Parti démocrate, etc. Et vous parlez alors d'un changement de paradigme historique. Est-ce que vous pourriez, pareil, nous réexpliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme historique, en plus de cette juste déliquescence? Pour aller très vite, parce qu'il faudrait lire, je détaille davantage dans le livre, que nous avons vécu depuis 1945 sur l'absolu du crime de l'extermination des Juifs dans les camps nazis, qu'on a appelé après, dans les années 80, la Shoah, qui était l'ultime, le crime le plus absolu de l'histoire de l'humanité, et qui était reconnu comme tel, et qui était le tabou absolu. En Occident, ça a tenu depuis les années 45-50 jusqu'aux années 2020. Il y a eu, on en revient à nos amis woke d'ailleurs, il y a eu un grand travail de sape à l'université, dans les médias, dans l'intelligentsia, pour dire que d'abord il y a eu une rivalité victimaire, vous vous souvenez, ça c'était l'époque des années 2000, où on a dit mais l'esclavage c'est au moins aussi important, la colonisation c'est un crime au moins aussi important. D'ailleurs
Emmanuel Macron a dit en 2017 que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous voyez, la rivalité était clairement posée et acceptée. Et je pense que le 7 octobre, il y a un basculement, c'est-à-dire que là, définitivement, le juif est passé dans le camp des oppresseurs et qu'il n'est plus la victime archétypale et que le crime absolu de l'Occident post-7 octobre, c'est la colonisation. Et que désormais, ça va être la référence suprême et qu'on va se positionner par rapport à cela. Et c'est pour cela que moi, je fais exprès, ayant compris cela, je fais exprès à chaque fois de défendre la colonisation. À chaque fois, j'explique que ce qu'ont fait les Français en Algérie est plutôt positif. Je sais très bien qu'il y a eu des massacres, je sais très bien qu'il y a eu des vols, je sais très bien qu'il y a eu des terres confisquées, etc., etc. Je sais très bien tout ça. Mais je me bats pour dire aux Français qu'ils ne sont pas criminels. Parce qu'il y a aujourd'hui une volonté de criminaliser les Français et les Européens et les Occidentaux face à leur histoire et face à cette histoire de la colonisation. Pour donner un pouvoir supérieur, on en revient toujours à cela, aux nouvelles populations. Je fais le même travail, j'étais très content de voir qu'aux États-Unis, Trump a réinstauré la célébration de Christophe Colomb et de la découverte de l'Amérique qui avait été abolie par le pouvoir démocrate. C'est la même chose. Je sais très bien qu'il y a eu des massacres d'Indiens, etc., etc. Ce n'est pas ce que je discute du tout. Mais vous comprenez, c'est une histoire de récit. Il faut imposer son récit. Et là, il y a une bataille du récit qui, de part et d'autre de l'Atlantique, vous voyez bien, les woke ont voulu quand même, aux États-Unis, changer la date symbole de l'origine des États-Unis, qui était 1776 depuis toujours, et qui, dans les universités woke, ils ont imposé une nouvelle date. Je ne sais plus, c'est un peu comme, je crois que c'est l'arrivée du premier esclave, 1500, je ne sais pas combien, et donc ils ont voulu substituer cette date-là à 1776. Et bien chez nous, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la référence ultime, c'est la colonisation. Le crime absolu des Français, c'est la colonisation. C'est ça, ce changement de paradigme qui était souterrain avant le 7 octobre et qui est apparu en pleine lumière après le 7 octobre. Juste ajouter quelque chose, c'est que quand il a été question de la participation du chef de l'État à la marche contre l'antisémitisme, donc il a consulté certaines personnes, dont un amuseur que nous connaissons bien, moi surtout, M. Yacine Bellatar, et qui lui a dit n'y allez pas, Monsieur le Président. Non, je pense qu'il le tutoie même. Il a dit n'y va pas Manu, il doit lui parler comme ça en fait. N'y va pas Manu parce que ça va mettre le feu dans les quartiers. Donc en réalité, on est en train de nous expliquer qu'on n'est pas un pays souverain puisqu'on dépend d'une partie de la population qui pourrait se révolter. Que ça soit fantasmé ou réel d'ailleurs. Enfin, Yacine Bellatar, profession comique pas drôle, en tout cas, il est élu par personne. Il ne représente personne et apparemment, son avis a compté dans cette affaire. Là, c'est un peu effrayant. Eric, je pense que c'est un prétexte, Bellatar. Je le méprise autant que toi, même plus. Je pense que c'est un prétexte parce que moi, je t'en ai parlé, je l'ai écrit dans mon livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». La seule conversation que j'ai eue de ma vie avec Emmanuel Macron, c'est au téléphone, le jour où je me suis fait agresser, je crois que c'était le 1er mai 2021, et où il m'a gentiment appelé pour prendre de mes nouvelles. C'était fort civil et fort courtois de sa part. Et la discussion est partie assez vite. C'était assez amusant, mais je le raconte dans ce livre. C'est d'ailleurs, je trouve, un des aspects sympathiques de Macron, c'est qu'il ne cherche pas à mettre de la distance. Alors, évidemment, il est président de la République, donc justement, il devrait mettre de la distance. Mais humainement, c'est assez sympathique. Et donc, la discussion est partie comme ça assez vite. Et on a commencé à discuter comme si on était deux vieux amis, ou plutôt comme si on était au second tour de la présidentielle à débattre. Parce que c'était très sérieux et on s'envoyait des arguments. Et à un moment, il me dit, et je l'entends encore, et d'ailleurs je vous dis, je l'ai écrit dans La France n'a pas dit son dernier mot, il me dit, oui, mais si je parle comme vous, j'ai la guerre civile.
Donc tu vois, il n'a pas besoin de Bellatar pour le penser. Il le pense depuis le début, c'est sa hantise. Et des gens que je connais qui le voient régulièrement me le confirment. C'est sa hantise, la peur de la guerre civile. Et donc il fera tout. Ça explique ses comportements vis-à-vis de l'immigration, ça explique ses comportements vis-à-vis de l'Algérie, ça explique ses comportements... Quand tu dis il fera tout, ça veut dire il fera rien. Exactement. Oui, voilà. Alors on va s'approcher de la fin. Donc merci pour tous ces éclairages. J'ai une dernière question à vous poser du coup sur ce sujet, puisque vous avez mis le doigt sur la responsabilité de l'école dans ce changement de paradigme. Et vous évoquez l'un comme l'autre souvent deux autres peut-être responsables, en tous les cas sources de cette difficulté, qui sont d'une part l'Église occidentale, qui reste un peu muette par rapport à la montée de l'islamisme. Et d'autre part, vous évoquez parfois également le rôle de certaines institutions juives dans la montée des courants antiracistes. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux points et nous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'il y a une part de responsabilité de ces deux institutions? C'est plutôt Zemmour qui développe ça dans son livre. Moi, je vais en dire deux mots, mais il est plus savant que moi sur ça. Non, mais Goldnadel, Gilles William Goldnadel a une formule à la fois un peu directe, vulgaire, mais efficace, en parlant des cocus. Écoutez, par exemple, les juifs de gauche, comment les qualifier autrement? D'ailleurs, moi, j'ai quand même été touché qu'une de ses représentantes, Ariane Nouchkine, qui est une immense femme de théâtre, un jour dise écoutez, on s'est planté. C'est-à-dire tous ces gens qu'on a soutenus, on s'aperçoit maintenant qu'on a soutenu des gens qui ne rêvent que de nous égorger. Au nom d'ailleurs de tout ce qu'on a dit pendant cette rencontre, des bons sentiments, etc. Touche pas mon pote, tout ce que vous voulez. Et on voit que ça se retourne contre nous. Et donc il y a eu chez certains juifs de gauche, même si ça partait d'un bon sentiment, une forme d'idiotie utile qui dans leur cas est particulièrement condamnable, parce que c'est eux qui étaient en première ligne. Après, moi ce qui me gêne un peu dans la tribune d'Ariane Nouchkine, c'est qu'elle réagit une fois qu'elle a un peu chaud aux fesses, quoi. Voilà. Quand elle est concernée, tout d'un coup, elle se dit ah mais bon, elle voit que le 7 octobre, voilà, ça a des suites fâcheuses en France. Avant, elle voyait pas le problème. Après, l'Église, moi, j'ai été consterné par le pontificat de François, par exemple, du pape François. Enfin, moi, j'ai trouvé ça mais navrant. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je comprends qu'il en appelle aux fondamentaux chrétiens. Il est pape, on ne peut pas attendre autre chose. Mais il y a un moment, il y a quand même la réalité qui s'impose. Il voit bien que ce qu'il prône comme valeur absolue, l'accueil, la tolérance, ça produit des effets complètement délétères et qui d'ailleurs vont détruire le monde de la chrétienté qu'il est censé représenter. Mais encore une fois, moi je réponds à votre question, mais c'est plutôt Éric qui a développé ça dans son livre. Oui, en fait, je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse inouïe de part et d'autre, c'est-à-dire dans les institutions juives et dans si vous voulez, les mouvements juifs de gauche très engagés, très militants depuis la Révolution russe, en vérité. Il faut remonter à cette histoire-là, qui ont continuer des combats du passé et qui ont, comme je vous l'ai dit, fait alliance dans la grande tradition léniniste avec les associations, les organisations des travailleurs immigrés, on disait-on jadis, qui sont devenus évidemment complètement manipulés par les représentants d'un islam de plus en plus rigoureux, etc. Ça, c'est une erreur majeure, mais parce qu'ils menaient des combats d'avant. Vous savez, c'est souvent le cas. Les gens ne se rendent pas compte des combats d'avenir. Ils ont l'œil dans le rétroviseur et les gens, dans les années 1960-70, ils étaient encore en 42. Ça, c'est pour les mouvements juifs et qui ont été complètement manipulés, circonvenus par l'intelligentsia juive de gauche. C'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis et c'est la même chose en Israël. Et il y a un conflit, en vérité, au sein des communautés juives de ces pays-là, entre cette intelligentsia juive de gauche, héritière des mouvements communistes, de la révolution russe, etc., et tout un petit peuple, entre guillemets,
plutôt venus des pays arabo-musulmans, que ce soit en Israël, en France et aux États-Unis, qui, lui, sait exactement ce que c'est que vivre dans un univers arabo-musulman où on est considéré comme un dhimmi, c'est-à-dire qu'on est ostracisé, persécuté, humilié, qu'on doit payer un impôt, etc. etc. Ça, c'est au sein des mouvements, des communautés juives. Après, le basculement, tu as tout à fait raison Eric, c'est que d'abord il est démographique, puisque les gens qui viennent des pays arabo-musulmans sont beaucoup plus nombreux que les élites juives qui viennent de l'Est, dont les grands-pères ont fait la révolution russe. Donc il y a un mouvement démographique. Et deuxièmement, il y a effectivement, tu as tout à fait raison, l'avancée des populations musulmanes en Occident qui fait que tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir. Moi, j'ai coutume de dire la France est devenue l'Algérie française. C'est-à-dire que le destin des Français d'aujourd'hui, c'est d'être les pieds noirs des années 50. On subit exactement la même chose. Des vols, des attentats, des trafics, des menaces sur les femmes. C'est exactement ce que me racontait mon père quand j'étais petit. Donc c'est terrible. La France est devenue l'Algérie française. Donc ça, les Juifs s'en rendent compte, puisque évidemment, ils le vivent au quotidien. Du côté de l'Église, c'est un autre sujet. En fait, moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Je l'explique dans le livre. Je pense que on parlait du pape François. Je pense que le pape François avait fait une croix sur l'Europe et qui s'était dit l'Europe est déchristianisée, donc l'Europe est morte. Donc autant la laisser à l'islam et en faire un enjeu de marchandage géostratégique avec l'Afrique, où il y a encore beaucoup de chrétiens, etc., où c'est un vaste espace de développement du catholicisme. Bon, je n'ai pas de preuves, hein, évidemment, c'est une analyse que je fais à écouter ces déclarations. Je pense par ailleurs, et je cite le grand intellectuel M. Besançon, qui expliquait avant sa mort que l'Église avait fait la même erreur avec l'islam que celle qu'elle avait commise avec le christianisme, avec le communisme. C'est-à-dire penser qu'on peut se concilier les bonnes grâces d'un mouvement profondément totalitaire et profondément antichrétien. L'Église a tendance à vouloir apprivoiser des mouvements qui veulent la détruire. Elle a fait ça avec le communisme dans les années 50, 60, et elle refait ça avec l'islam dans le cadre d'un dialogue vous voyez, interreligieux qui est complètement impossible, parce que tout simplement, pour l'islam, tous les êtres humains naissent musulmans, et ceux qui sont chrétiens, donc y compris Jésus-Christ, y compris Moïse, tous ces gens-là sont des musulmans. Il faut savoir que pour l'islam, c'est ça, c'est écrit noir sur blanc. Et que donc, si les juifs ou les chrétiens les revendiquent, c'est parce qu'ils ont trahi le message de Moïse et de Jésus, qui était le message de l'islam. Donc on ne peut pas discuter. L'Église ne peut pas discuter. C'est un échec annoncé. D'ailleurs, ça ne donne rien. Voilà. Mais l'illusion de pouvoir pactiser avec un pouvoir totalitaire, c'est également l'illusion juive en Union soviétique. Ils étaient très représentés, les Juifs, parmi les révolutionnaires. Absolument. J'ai dit. Et ça a été le complot des blouses blanches et des persécutions antisémites. Absolument, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Alors j'aurais une dernière question pour conclure, si vous le voulez bien. Une dernière question qui est un petit peu double. Le premier aspect de cette question est plus conceptuel. C'est-à-dire que voilà, parce que vous avez bien montré que la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvions, c'était de refonder la compréhension de l'individu, de la liberté, puisqu'on a compris les difficultés qu'avaient l'Église et les institutions religieuses à le faire. Sur quoi maintenant peut-on du coup refonder notre compréhension occidentale de ce qu'est la liberté ? Et deuxième aspect de ma question plus personnelle, qui est la question traditionnelle des éveilleurs, est-ce que, suite à tout ça et à toutes les réflexions que vous nous avez livrées ce soir, est-ce que vous avez un ou plusieurs motifs d'espérance, puisque c'est le nom de l'association Les Éveilleurs d'Espérance, à transmettre à ceux qui vous écoutent ?
J'ai pas compris la fin de la question. Est-ce que vous avez des motifs d'espérance à transmettre à ceux qui vous écoutent? Alors, moi, j'explique dans le livre qu'il faut absolument redécouvrir notre héritage chrétien. J'explique aussi qu'on a la foi ou on n'a pas la foi. Ça, c'est quelque chose qui est donné. On ne peut pas, selon mon image favorite, inoculer une injonction de foi comme on fait une intraveineuse. En revanche, on peut s'approprier les formes du catholicisme, la culture, ce que disait Eric tout à l'heure, la musique, la peinture, l'architecture. J'aime le mot de Sioran qui dit Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. C'est un mot très amusant et qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'évidemment, par la beauté, on peut attirer à soi et par la volonté de redécouvrir d'où l'on vient, ses racines, etc. Et le motif d'espoir, je finis dans le livre là-dessus, c'est qu'il y a un mouvement d'une jeunesse française qui redécouvre petit à petit ses racines chrétiennes. Alors, il le redécouvre parfois par le contact un peu violent avec la jeunesse musulmane qui affiche son identité de façon assez rude. Cette jeunesse redécouvre aussi le christianisme. Alors, dans l'idéal, c'est évidemment par la foi. On voit des gens qui vont au pèlerinage de Chartres de plus en plus nombreux, qui se baptisent de plus en plus nombreux, mais ça ne fait que compenser un peu l'effondrement du nombre de baptêmes à la naissance. Il faut être lucide. C'est un mouvement encore faible, mais qui est un motif d'espoir parce que je pense qu'il y a là, si vous voulez, je finirai là-dessus. Vous savez, Marcel Gauchet nous avait dit, pour toutes les raisons que j'ai dites tout à l'heure d'ailleurs, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Et en vérité, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'islam, qui est la religion de la jamais sortie, on ne sort jamais de la religion musulmane, allait nous ramener à la religion et aux questions religieuses. Et c'est ça le grand paradoxe de notre époque. Et c'est ça, paradoxalement, notre motif d'espérance est plongé dans notre désespoir et dans notre situation catastrophique. Et ça, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Bernanos disait toujours l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et ben voilà, nous y sommes. Non, mais ça passe par une réappropriation par les Français de toute leur histoire. Il faut arrêter de... Parce qu'on a l'impression que catholicisme est devenu un gros mot, que christianisme est devenu un gros mot. Il faut réintégrer. Après, moi, je pense qu'il n'y aura pas de changement possible sans l'éducation populaire chère à notre ami Michel Onfray. Là, écoutez, il y a une montée de l'ignorance qui est stupéfiante. Il y avait un micro-trottoir l'autre jour, on demandait à des gens qui avaient une vingtaine d'années qu'est-ce qu'on célèbre le 11 novembre. Mais les réponses étaient affligeantes. Et même, qu'est-ce qu'on célèbre le 14 juillet? Et là aussi, c'était déroutant, les réponses. Donc c'est quand même très étonnant. Après, motif d'espérance. Écoutez, je ne vais pas finir sur la langue de bois. Je suis le président du Parti futuriste. D'ailleurs, l'adhésion se fait simplement... non, je pense que ce serait la surprise de 2027, au contraire. Non, c'est déclaratif. Il suffit de dire c'est foutu et vous voilà membre. Voilà. Moi, ce que j'observe quand même, toi tu observes, c'est vrai, une petite remontée de l'identité chrétienne, etc. Moi, ce que j'observe, c'est quelque chose qui est à la fois encourageant et un peu décourageant, c'est que je vois beaucoup de gens essayer de se sauver eux-mêmes et leurs enfants. C'est-à-dire une démarche personnelle, mais qui ne croit plus au salut collectif. Alors, c'est pas si mal, hein. Sauver ses enfants, moi je trouve ça très très bien, les mettre dans les écoles voilà, qu'il faut, etc., ou alors leur procurer ou leur prodiguer les compléments d'information. Mais pour l'instant, je ne vois pas que domine en France ce qui devrait dominer, c'est-à-dire le sentiment d'angoisse existentielle. Alors je ne dis pas que les problèmes de fin de mois ne comptent pour rien. Pour des millions de Français, c'est même une angoisse. Mais enfin, cette angoisse existentielle sur les fins de mois, comment je vais faire pour vivre, occupe tout le terrain, à juste titre très souvent, mais l'angoisse existentielle collective, je trouve qu'elle est très très faible par rapport aux dangers qui nous guettent, aux périls qui sont à nos portes. Permets-moi
de dire que moi, j'ai vu, au cours de ma campagne présidentielle, j'ai réussi à un moment à coaguler et à réveiller à la fois cette prise de conscience et du coup cet espoir de restaurer une France française. Et je pense que il ne faut pas grand-chose pour réveiller cette flamme. C'est mon expérience personnelle que je te décris, et c'est pour ça que je ne désespère pas complètement, et c'est pour ça que je ne renonce pas. Merci à vous, les amis. Il nous faut donc surmonter le désespoir et assumer l'angoisse existentielle. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci beaucoup, Éric Nolot. Nous pouvons nous retrouver pour une séance de dédicace à la sortie. Et si la soirée vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous voulez avoir d'autres soirées qui vous permettent de continuer à réfléchir. Bonne soirée et merci beaucoup.